Coucou! J'avais envie de faire une petite vidéo sur le sujet de la crise de la trentaine. J'avais ce matin un client qui était pour moi une espèce d'archétype en fait de la crise de la trentaine. Et donc du coup ça m'a donné envie de partager ça dans cette vidéo pour que tu puisses toi aussi, si ça te parle, eh bien trouver l'aide qui te corresponde. La crise de la trentaine, ça se manifeste par une sensation de tourner en rond, sensation de ne pas donner de sens à sa vie. Là, en l'occurrence, pour mon client, difficulté à trouver un travail, à trouver sa place, que ce soit au niveau professionnel ou dans ses relations personnelles. Souvent, la crise de la trentaine, elle se manifeste par un espèce de de chaos. On n'a plus de repères, on n'a plus de socle, plus de boulot, une relation amoureuse qui se coupe, qui s'arrête et qui fait que on n'a plus de pilier en fait sur lequel se poser, à part éventuellement les parents, mais on a bien conscience que ça suffit pas et qu'on a du mal en fait à prendre son envol. C'est vraiment cette sensation de se poser des questions existentielles, mais c'est quoi le sens de ma vie, qu'est-ce que je fais là, comment je dois faire en fait, est-ce que je dois m'adapter, pas m'adapter. Il y a cette conscience de l'hypersensibilité, même pour voilà, mon client là qui était un homme, il y avait vraiment cette conscience, ok, je suis hypersensible, c'est ok pour moi là-dedans. Mais malgré tout, le fait que je l'accepte, bah, y a des choses en fait qui ne tournent pas rond dans ma vie. Et là, c'est intéressant en fait, parce que la vie est super bien faite quand justement ça ne tourne pas. C'est très très visuel, hein. C'est comme, en effet, la vie, c'est comme une grande roue qui tourne en fait. Ou alors, on peut aussi la voir d'ailleurs plutôt comme une spirale qui augmente en fait. Moi, j'aime bien voir la vie comme une espèce de jeu vidéo, tu sais, avec plusieurs niveaux. Et voilà, et à un moment donné, bah, il faut passer au niveau supérieur. Mais il y a des petites clés, en fait, à trouver, des solutions. Des fois, on bloque, en fait, sur un palier. Et tant qu'on bloque sur le palier, bah, au bout d'un moment, on en a marre. Donc, c'est bien d'aller chercher des réponses à l'extérieur. Et le palier à passer... Quand on a 30 ans, eh bien, c'est le palier de le DIP. Alors, tu vas me dire, mais non, le DIP, c'est pas à 30 ans, c'est plutôt à 15 ans. Et oui, sauf que bah, quand on ne l'a pas vécu à 15 ans, tu sais, la vie, c'est un cycle. Et donc, du coup, voilà, on va revisiter, on va te le représenter, en fait. C'est comme si tu n'avais pas voulu du plat, en fait, la première fois. Mais comme tu dois quand même le bouffer, ce plat, eh bien, on te le représente, tu vois, voilà. Donc, oui, ce qui se passe, c'est que le DIP, donc, si tu es un homme, tu dois te séparer, en fait, de ta mère, quitter ta mère. Donc, évidemment que ça va se rejouer, notamment dans des relations personnelles, amoureuses, puisque tu n'as pas quitté ta mère, de manière symbolique, évidemment, et que tu es toujours attaché à l'espoir en fait de sauver ta mère, que tu aimerais tant aider maman, parce que maman ne va pas bien et ça tu le vois bien, et donc tu aimerais tellement aider ta mère que ça te bloque en fait dans ton évolution. Tant que tu es bloqué dans le nid parce que tu t'occupes de ta mère, tu es la mère de ta mère, eh bien tu ne peux pas prendre ton envol, tu vois, tu comprends un peu comment ça marche. Et donc, comme tu vois que ta mère n'est pas à l'écoute en fait des conseils que tu pourrais éventuellement lui donner, parce que toi tu sens en fait ce qu'il faudrait qu'elle fasse, mais tu vois à peu près tout en fait, le schéma hein, qui s'installe, le père qui n'est pas le soutien, ou en tous les cas le couple qui ne va pas bien, et voilà. Mais tu peux pas prendre les décisions à la place de ta mère, ça c'est pas une bonne idée. Mais sauf que c'est ce que tu as fait en fait depuis tout petit. Tu as appris en fait à te suradapter, à faire plaisir à ta maman. C'était un tel besoin pour toi d'avoir l'amour de ta mère. Et le plus fou en fait, c'est que
tu ne vois même pas en fait les défaillances de ta mère. Par exemple, dans l'exemple dont je vous parle, le client et tous les clients que j'ai, quand on leur parle, leur demande de l'histoire en fait de leur mère, il y en a beaucoup qui me disent ah non mais moi ma mère tout allait bien, c'était une mère aimante qui m'a toujours laissé faire ce que je voulais, qui n'a été ni étouffante ni qui m'a toujours donné ce dont j'avais besoin. Et quand je commence à creuser en lui disant en lui demandant par exemple, est-ce que tu te souviens que ta mère t'a pris dans tes bras, que t'as apporté de l'amour, pris dans quoi, la quoi, non, elle me disait qu'elle m'aimait éventuellement, mais par contre les marques d'amour, ça je n'en avais pas. Et là c'est super important en fait déjà de pouvoir prendre conscience que non, en fait tu n'as pas eu l'essentiel en fait de ce dont tu avais tellement besoin en tant qu'enfant. Le premier besoin fondamental, vraiment c'est le tout premier hein, pour un enfant et pour un garçon et pour une fille aussi d'ailleurs, c'est vraiment ce qu'on appelle le maternage. Le maternage, c'est cette sensation corporelle, en fait. C'est le contact corporel, la présence de la mère. Et attention, c'est d'ailleurs, j'ai envie de dire, non seulement une présence corporelle, mais une présence consciente. Si la maman prend l'enfant dans les bras, mais que, en fait, sa tête est ailleurs, parce que elle a vécu des souffrances, peut-être qu'elle a perdu un autre enfant, peut-être que, voilà, elle a sa propre histoire, mais en tous les cas, elle n'est pas là. Eh bien, ça va créer en fait beaucoup de souffrance pour l'enfant. Et ça, c'est valable aussi pour la petite fille vis-à-vis du papa. Si le papa n'est pas complètement présent, s'il y a une souffrance en fait qui est là chez le papa, eh bien, l'enfant ne va pas pouvoir, la petite fille ne va pas pouvoir rentrer en contact vraiment avec son père. Et donc, du coup, ça va générer en fait une grosse instabilité émotionnelle, une blessure émotionnelle et une blessure narcissique parce que là, le garçon, il a besoin en fait d'être reconnu dans ce je suis par la maman. C'est la maman qui est un miroir en fait de qui je suis. Tu es la plus belle merveille du monde. Si ta propre mère en fait ne te renvoie pas ça, alors du coup, plus tard, tu vas avoir beaucoup de mal en fait à te reconnaître dans cette, comme étant cette nature divine, quoi, quelque part dans cette merveille du monde. Et donc du coup, plus tard, ça va se rejouer en fait dans tes relations. Tu vas continuer à vouloir faire plaisir à l'autre et mettre du coup l'autre en priorité en fait dans ta vie. Ce qui se passe en fait quand un hypersensible n'est pas nourri affectivement, que ce soit donc par le père ou par la mère, eh bien, il y a comme une espèce de confusion, en fait, entre l'émotion de l'autre, de papa, de la maman, et mon émotion à moi. C'est comme si l'un et l'autre n'étaient qu'un. Et donc, du coup, plus tard, dans les relations, la souffrance de l'autre est tellement forte que je la prends pour moi. Et donc, du coup, je n'ai de cesse, en fait, que de vouloir que l'autre se sente bien. Oui, mais en faisant ça, eh bien, il y a de fortes chances que toi, tu t'oublies. Tu t'oublies dans la relation et du coup, en plus, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment, eh bien, il y a une espèce de surchauffe émotionnelle. Et c'est très bien parce que ça va t'obliger justement à revenir, en fait, à te remettre au centre, en fait, de toi-même. Je m'explique sur cette idée de surchauffe. Le propre de l'hypersensible, c'est d'être très empathique. Il ressent l'émotion de l'autre. Et ça, c'est construit très souvent dans l'enfance parce que maman ou papa n'était pas bien. Alors du coup, comme le petit garçon ou la petite fille a tellement besoin en fait d'avoir le lien avec son parent, elle va comme développer des grandes antennes en fait qui va chercher dans l'invisible en fait. Elle va vraiment chercher à capter dans l'invisible comment pouvoir aider l'autre, comment permettre à maman ou à papa
d'être heureux, puisque l'enfant, il désire plus que tout le bonheur, en fait, de son papa et de sa maman, pour pouvoir être nourri. C'est un besoin de survie, en fait, hein. Il veut sauver le papa et la maman parce que lui a besoin d'amour et de sécurité. Donc, c'est vraiment un instinct de survie. Et donc, du coup, en faisant ça, il va développer donc ces antennes qui va faire que il va pouvoir, en effet, ressentir beaucoup plus l'émotionnel et donc apporter, en fait, les réponses qu'il pense justes, en fait. Et donc, il va se développer comme ça, eh bien, en se mettant finalement au second plan. Normalement, l'enfant est vraiment la prunelle des yeux des parents. Il est au centre de l'attention. C'est la merveille du monde et donc les parents doivent prendre soin de l'enfant. Je répète, c'est aux parents de prendre soin des parents. Non, pardon, c'est aux parents de prendre soin de l'enfant, tu vois. Alors, c'est intéressant ce lapsus parce que du coup, pour prendre soin de l'enfant, le parent doit aussi, en effet, prendre soin de lui. Et donc là, on sort complètement de ce schéma sacrificiel. Si le parent s'oublie dans l'éducation de l'enfant, il passe et n'a trouvé sa raison d'être que dans le fait d'être parent, eh bien, il y a de fortes chances que ça va créer beaucoup de pression, en fait, pour l'enfant. Et donc, du coup, oui, c'est important de savoir, de retrouver son centre et son bien-être, parce que c'est quand on va bien que l'on peut, du coup, donner tout l'amour, tout le meilleur de nous, en fait, à un enfant. Donc, les parents, souvent dans les générations, donc dans ma génération, hein, pour les enfants qui ont une trentaine d'années, n'ont pas appris, en fait, à se faire du bien, n'ont pas appris à prendre soin d'eux. Et donc, du coup, eh bien, ils vont rester dans leur mal-être, un état un peu dépressif. En l'occurrence, dans l'exemple de mon client, c'était exactement ça. Une mère qui a perdu un enfant donc, et un peu plongée dans une souffrance, en fait, qui est latente. Et l'enfant, du coup, qui arrive derrière, ressent, en fait, cette souffrance, cet état dépressif. Et il va donc prendre cet état dépressif. C'est le syndrome de la mère morte. Ça, il va le prendre dès le début, en fait, de sa conception, dans la matrice, dans le ventre. Il sent, en fait, l'émotion, la vibration très basse. Et donc, du coup, ça lui colle à la peau. Et donc, du coup, tu vas certainement te reconnaître comme, voilà, avec toujours un peu une sensation de mélancolie, voire même de tristesse, parce que c'est lié, en fait, à ta mère. Donc, il va falloir, c'est pour ça que c'est important, à un moment donné, de couper, en fait, le lien avec ta mère. Ça ne veut pas dire que tu vas plus voir ta mère, mais ça veut dire que tu vas permettre, en fait, à ta mère de prendre soin d'elle. Tu vas lui redonner, en fait, son libre arbitre et son choix à elle. C'est son choix à elle de s'occuper d'elle, mais si elle ne le fait pas, ce n'est plus à toi de le faire. Toi, ta mission, c'est vraiment de t'occuper de toi et d'avancer, en fait, dans ta vie. Parce que la vie passe par l'évolution. Et donc, comme tu n'as pas pu le faire au moment de ton adolescence, voyant la souffrance de ta mère, tu as comme compris que tu étais le seul sauveur de ta mère, et bien du coup, tu vas reproduire ça dans tes relations amoureuses. C'est ce qu'on appelle la collusion amoureuse. Et donc, du coup, ça va se rejouer le même schéma. D'ailleurs, c'est intéressant. Moi, quand j'entends mes clients me parler de leur relation amoureuse, ils m'ont parlé de leur mère juste avant. Et je me dis, mais c'est copier-coller, quoi. Et de l'extérieur, ça s'entend. Mais toi, tu es tellement baigné dedans que tu ne vois même pas, en fait, que tu répètes la relation. Tu n'as pas vraiment... tu es frustré, tu restes dans cette sensation de frustration de ne pas obtenir, en fait, ce que tu rêves le plus. Alors, là où c'est intéressant, c'est de voir que tu es quelque part co-créateur de ça. Mais oui, parce que quelque part, tu as attiré à toi une relation, ce qu'on appelle une relation guérison.
tu as cherché une personne qui a les mêmes caractéristiques, et ça se joue de manière très inconsciente, tout ça, hein, comme quoi on est vraiment des animaux qui ont beaucoup d'intuition, parce qu'on est capable de sentir le mal-être sans même la connaître, la personne, ben, on va chercher ça. Et donc, ça, c'est vraiment déjà important de voir comment on capte dans l'invisible. Donc, il va y avoir des tas de choses qui vont se manifester, et donc, tu vas te retrouver face à la situation. Bah, est-ce que tu acceptes? Et il y a une part de toi qui, bien évidemment, essaie de voir, et a cette capacité de voir tous les efforts que la personne fait. Ben oui, elle aimerait bien, elle fait le maximum, oui, sauf que dans les faits, est-ce qu'elle t'apporte l'amour dont tu as besoin? Ben non, en fait, elle ne m'apporte pas. Et là, c'est super difficile, en fait, parce que tu es face à un choix immense. Accepter, tu peux améliorer, mais il y a un moment donné, tu vas te retrouver dans cette situation où il te faudra quitter. Et là, en quittant en fait cette personne-là, eh bien, tu vas comme faire en fait cette Oedipe. C'est-à-dire que ça va être une répétition, tu vas jouer en fait l'Oedipe, non plus avec ta mère, mais avec une personne qui joue le rôle de ta mère. Je ne sais pas si c'est clair, mais tu choisis une personne qui a les mêmes caractéristiques que ta mère, qui a des souffrances, qui a des traumas, et donc du coup, tu vas te retrouver dans la même situation que quelques années avant, au moment normal en fait de l'Oedipe où tu dois le couper. Parce que tu dois vraiment traverser cette expérience de la perte. Et voilà, donc après, il y a à toi de choisir. Cette vidéo a pour vocation de te dire qu'en gros, tu as deux choix. Soit tu coupes avec ta copine et donc du coup, bah, mais quelque part, tu continues à être loyal avec ta mère parce que ça ne résout pas tout. C'est pas parce que tu choisis, parce que tant que tu n'as pas coupé avec ta mère, eh bien, tu vas choisir, tu vas continuer à attirer à toi des personnes qui vont rejouer ce rôle, en fait. Donc, en gros, tu n'as qu'un choix. Pour être clair, tu n'as qu'un choix, c'est vraiment de lâcher, en fait, le désir inconscient, l'espoir de sauver ta mère. Ça fait partie de quelque chose qui fait partie de l'étape de l'évolution qui est indispensable pour que tu puisses voler de tes propres ailes, faire tes propres choix. Et tu le sens souvent parce que tu es quelqu'un d'intelligent. Et donc, tu sens que, d'ailleurs, c'est ce que me disait mon client, il me disait, je me sens coupée en deux, je me sens divisée. Ah oui, il y en a une, en fait, qui est, et c'est la nature propre de l'angoisse, d'ailleurs, ça c'est vraiment intéressant, c'est la définition de l'angoisse, c'est, il y a une part qui veut la liberté, et il y a une autre part qui reste, en fait, liée aux parents, qui veut soit l'amour, soit la sécurité. Et donc, du coup, il y a un besoin, en fait, d'exprimer des choses, mais il y en a une autre qui s'interdit parce que peur de faire du mal ou peur de je sais pas quoi. Voilà, donc il y a d'un côté ton être profond qui a envie, en fait, de s'élever, d'évoluer, de grandir, de prendre son envol, de vivre sa vie, mais il y en a une autre, en fait, qui résiste. Et là, en fait, ce qui était super intéressant dans l'exemple dont nous avions à gérer, c'est que sa chérie, en fait, a une proposition de partir à La Réunion. Donc, ça l'oblige, en fait, quelque part, à couper le lien avec la mère. Et donc, lui, de manière complètement inconsciente, eh ben, il sabote finalement la relation. Il commence à voir tout ce qui ne va pas, en fait, chez elle, pour ne pas partir. Parce que partir, c'est quitter maman. Donc, tu vois à quel point, en fait, nos mécanismes, nos névroses nous tiennent et nous gouvernent. Et c'est ça qui est intéressant de regarder, c'est que à l'intérieur de toi, tu as des enfants, un enfant blessé, ce petit garçon, cette petite fille, qui est toujours, en fait, dans l'attente de retrouver le lien avec papa-maman, et qui va te faire faire, en fait, faire des choix qui ne sont pas des bons choix pour toi. Voilà. Donc, d'avoir à un moment donné
une aide extérieure pour te permettre d'être en flagrant délit, en fait, finalement, d'auto-sabotage, ça t'aide justement à faire les bons choix. Ça, c'est vraiment intéressant. Parce que tout seul, moi j'entends beaucoup en ce moment, notamment, j'ai pris en fait un programme de Frédéric Midal qui parle de l'hypersensibilité et qui prône la pleine, d'assumer pleinement son hypersensibilité. Oui, bien sûr, ça c'est la première étape de ne pas écouter toutes les personnes qui pourraient dire que c'est mal d'avoir des émotions, c'est mal d'être trop susceptible, d'être trop tout ça. Oui, mais je crois que on n'est déjà plus en fait dans cette étape-là. C'est bon, ça on a compris quoi. Mais une fois qu'on a passé cette étape-là, quand on est face à des difficultés de la vie, la deuxième étape, c'est aussi reprendre la pleine responsabilité de ce qui m'arrive. Ok, si ça m'arrive, c'est qu'il y a encore des choses en fait dans l'inconscient qui ne sont pas réglées. Et donc du coup, voilà, je prends mon bout en fait de la situation et du coup, je prends en charge en fait ma difficulté et j'essaye de mieux me comprendre. Et je vais voir dans l'inconscient en fait qu'est-ce qui se trame en fait, qu'est-ce qui se joue pour vraiment devenir pleinement moi-même et reprendre justement tout mon potentiel. Et donc ça, c'est vraiment l'étape qui se joue à 30 ans. C'est la fameuse crise de la trentaine, où justement on commence à vraiment rentrer dans le mode adulte, et donc du coup c'est le moment de se délester de tout ce qui est trop lourd en fait. Et notamment, si on n'a pas fait le DIP, ce que j'ai oublié de dire, c'est que pour moi, c'est un des grands drames au niveau relationnel en ce moment. C'est-à-dire que la plupart des divorces sont liés à des Oedipe qui ne sont pas résolus. C'est-à-dire que parce qu'on n'a pas résolu notre Oedipe, on va reproduire le schéma, on va chercher une personne qui ne correspond pas à mon être profond, mais qui est la copie conforme de mon père si je suis une fille et de ma mère si je suis un homme. Et vraiment, c'est important d'avoir quelqu'un extérieur pour te le montrer, parce que toi, moi, la première, je me souviens, quand je me suis mariée, je me suis dit, ah non, mais ça, au moins, super, au moins, je choisis pas quelqu'un comme mon père. Si, en fait, ça a été... Et aujourd'hui, je vois à quel point c'était la copie conforme, quoi. Mais on ne le voit pas. Et c'est normal, puisque on a ces lunettes-là, on n'a eu que ces lunettes-là. Donc, on peut pas voir sans ça, en fait. C'est très, très, très difficile de voir comment, là où ça se joue, en fait, c'est très subtil, voilà. Et puis parce que il y a une part de toi, cette partie de l'ego, ce petit garçon, cette petite fille, qui finalement n'a pas envie, en fait, de lâcher, parce que elle pense que c'est ça qui est le plus important, en fait. Donc, mais ta part adulte, elle en a besoin. Voilà, ça fait partie des vraiment besoins pour devenir un adulte conscient, responsable, autonome, indépendant, et de pouvoir faire des choix, et du coup de pouvoir aussi rencontrer et vivre un amour qui ne soit pas un amour de l'attachement, dans lequel l'autre est une béquille et « ah, je t'aime, mais sans toi, je ne suis plus rien ». Et non, ça, c'est pas de l'amour, ça. Ça, c'est du commerce, en fait. Je te donne de l'amour contre la sécurité. Et ça, nous, notre génération, elle a beaucoup joué là-dessus. La femme joue les mamans avec son mari, et le mari joue le papa. Il apporte la sécurité. Tu vois, c'est pratique, hein? Ouais, sauf que ça marche pas. L'idée, c'est que chacun, en fait, reprenne, se complète lui-même, se retrouve dans l'amour de lui. Je m'aime, je réponds en fait à mon besoin de sécurité, j'ai la possibilité, je me connais tellement bien que je sais ce dont j'ai besoin. Mais si j'attends que ce soit l'autre qui me sauve, eh bien nous retombons sans arrêt sur le triangle dramatique, sauveur, bourreau et victime.
si tu sauves l'autre, tu en fais une victime. Et toi, tu as l'impression d'avoir le rôle de sauveur. Mais en réalité, tu transformes ta copine, ta chérie, ton chéri, en victime. Est-ce que ça donne envie, ça, d'être dans une relation, d'avoir une victime? Bah non, au bout d'un moment, c'est... Et après, le pire, c'est que tu risques de lui en vouloir. Ah non, mais attends, voilà, tu t'arrêtes pas de plaindre. Bah oui, sauf que tu es actrice de ça, puisque tu as cherché à la sauver. Voilà, donc j'espère vraiment que ça te permettra d'y voir plus clair. N'hésite pas à me mettre tes questions, voilà, qu'est-ce que ça a évoqué chez toi, est-ce qu'il y a des prises de conscience? Ça me fait toujours plaisir de voir que mes vidéos amènent à des prises de conscience, parce que c'est quand on commence à mettre de la lumière sur l'inconscient que l'on bouge. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée. Au revoir.